Aujourd'hui, on va plonger très profond, dans un endroit où même la lumière n'ose plus descendre. Direction les abysses, ou pour les intimes, la zone batiale, abyssale et adale. Mais qu'est-ce que c'est? Allez, petit point géo-bio pour frimer en soirée. Donc la zone mésopélagique, elle se situe entre 200 à 1000 mètres. Il reste un peu de lumière, on l'appelle la zone crépusculaire. La zone batiale, elle se situe entre 1000 à 4000 mètres. Plus de lumière, température entre 2 et 4 degrés. Après vient la zone abyssale, entre 4000 et 6000 mètres. Là, c'est le royaume du noir total. Et enfin, nous avons la zone adale, entre 6000 et 11000 mètres de profondeur. Ce n'est même plus la mer, c'est un cauchemar vertical. Et là-dedans, des créatures brillent, littéralement. Grâce à un système chimique aussi classique qu'inquiétant, on appelle ça la bioluminescence. Mais avant d'en parler, place à la Fashion Week des abysses. Commençons par le Macropina microstoma. Donc le Macropina microstoma, ou poisson revenant, on peut le trouver à une profondeur entre 600 et 800 mètres. Sa spécificité, c'est qu'il présente une tête transparente, plus il présente des yeux tubulaires mobiles. Ce poisson a littéralement une bulle remplie de liquide à la place du crâne, et ses yeux sont deux globes verts qui roulent à l'intérieur. Mais comment voit-il? Les yeux tubulaires pointent vers le haut pour repérer les silhouettes des proies au-dessus. Grâce à la transparence de son crâne, il peut orienter ses yeux vers l'avant pour attraper sa cible. C'est un genre de périscope vivant. Sa reproduction est totalement inconnue. On soupçonne une reproduction externe par lâchage de gamètes dans l'eau. Il vit seul, donc la drague doit être très complexe. Le poisson ogre, Anaplocaster cornuta. Non, ce n'est pas un nom de film d'horreur. Ce poisson a des dents si longues qu'il ne peut pas fermer la bouche. Il peut vivre jusqu'à 5000 mètres de profondeur. Sa taille, c'est environ 15 cm. Son attitude, 1,90 m de haine pure. Tout ce qui passe, je le bouffe. Il présente des photophores le long du ventre. Mais comment ça marche exactement? Les photophores marchent par bioluminescence. Ce sont des organes spécialisés. Chez le poisson ogre, ils contiennent des cellules photogènes qui produisent de la lumière via la réaction chimique luciférine plus luciférase plus oxygène égale photon, donc égale lumière. Allez, petite parenthèse. La luciférine, c'est une molécule organique, souvent à base d'azote et de carbone. Il est le carburant de la lumière, mais seul, ça ne marche pas. Il a besoin d'un déclencheur. Et ce déclencheur, c'est la luciférase. C'est une enzyme, c'est-à-dire une sorte de catalyseur biologique. Il agit comme une allumette. Il provoque la réaction chimique. C'est une lumière froide, sans chaleur. C'est un peu comme si tu faisais un feu d'artifice sans la flamme, ni les risques d'explosion. C'est une LED biologique, pas besoin de piles. La reproduction, chez le poisson ogre, c'est une reproduction sexuée, mais externe. Il n'y a pas de fusion. Le mâle et la femelle relâchent leurs cellules dans l'eau. Donc, ils se rencontrent, ils lâchent les gamètes ou les ovaires, simple, rapide, efficace. Le viperfish, Shaoliotus sloani, alias le ninja carnivore des profondeurs. Voici le viperfish, un nom qui claque comme un groupe de métal et un look à faire pleurer un piranha dans son oreiller. Il vit entre 2500 et 4000 mètres de profondeur, là où l'obscurité est totale, où la pression est équivalente à 1000 machines à laver sur la tête et où le Wi-Fi n'a clairement pas pris d'abonnement. Le viperfish, c'est un corps effilé, une mâchoire qui s'ouvre à 90 degrés et des dents translucides plus longues que son cerveau. Sérieusement, certaines dents traversent même la tête, jusqu'à l'extérieur quand il ferme la bouche. Il mesure entre 30 et 60 cm, mais dégage une énergie de prédateur de 2 mètres. Le viperfish ne se contente pas d'être moche, il brille dans le noir. Mais pas pour faire joli. Il a des photophores, ces petites glandes lumineuses réparties sur tout le corps, le ventre, les flancs et même autour de la bouche. Et surtout, une épine dorsale motifiée sur sa tête, avec une lanterne au bout, une tige qu'il peut bouger pour imiter une larve ou un ver appétissant. Et à l'intérieur de chaque photophore, il y a un petit labo chimique intégré. On l'a déjà expliqué, luciférine plus luciférase et plus oxygène égale lumière. C'est donc un piège lumineux. Il fait clignoter son leurre au bout de la tige et quand un petit poisson curieux approche, slap, dîner.
Côté cœur et organe reproducteur, c'est beaucoup moins sexy que sa mâchoire. On pense que la reproduction du viperfish se fait par émission externe de gamètes, comme un lâcher de confettis biologique dans le courant marin. Pas de nid, pas d'œufs gardés précieusement, juste des mâles et des femelles qui larguent leurs cellules dans le noir et espèrent que le courant fasse le reste. Et comment il se trouve? Grâce à des phéromones dans l'eau ou des signaux lumineux discrets. C'est un peu comme envoyer un SMS amoureux, mais un morceau chimique et sans accusé de réception. En résumé, le viperfish, c'est le croque-mitaine des abysses. Dents cristal, lanterne dorsale, estomac XXL, un tueur sans bruit, sans lumière, mais avec un style. La baudroie abyssale. La baudroie abyssale est un poisson si moche qu'on pourrait croire qu'elle a été conçue par un bug de création personnage. Elle vit entre 1000 et 4000 mètres de profondeur, là où la lumière n'existe plus. La température flirte avec le congélateur et la pression ferait exploser un sous-marin de l'armée. La femelle, car oui, c'est toujours elle la star, a une bouche immense, des dents comme des crocs de vampire et surtout une lanterne frontale naturelle appelée l'esca. C'est un peu comme si tu avais une copro greffée entre les yeux, mais qui brille dans le noir. Alors attention, la lumière qu'elle émet ne vient pas d'elle directement. C'est une relation symbiotique. Elle héberge des bactéries bioluminescentes dans son esca. Des petits locataires du nom de Photobacterium phosphoreum ou parfois Fibrio fischeri. Comment ça marche? Les bactéries se nourrissent des nutriments produits par le poisson, genre mucus, acides aminés, le petit déjeuner de l'enfer, et en échange, elles balancent de la lumière via une réaction chimique entre la luciférine et l'oxygène. Et elle, bien sûr. La baudroie ne contrôle pas la réaction comme un interrupteur, mais elle peut orienter sa lanterne ou la cacher dans un repli cutané pour étendre la lumière façon rideau de théâtre. Hop, allumé, hop, planqué. Son utilité, c'est appâter les proies, genre « Viens petit poisson, c'est juste une luciole, je te jure !» Séduire un partenaire, rarement vu mais possible, et un bonus disco pour une ambiance bloc chic. Et maintenant, parlons de la reproduction. Le moment où la baudroie dépasse les limites de l'absurde biologie. Le mâle est minuscule, 3 cm environ, comparé à la femelle qui fait 20 cm. Il ne chasse pas, il ne brille pas, il ne vit que pour une chose, la trouver. Lorsqu'il croise la femelle, par miracle, il la mord. Et là, il fusionne avec elle, littéralement. Sa bouche se soude à sa peau, ses organes internes dégénèrent, il perd son cerveau, son système digestif, ses yeux, enfin bref, tout, sauf les spermatozoïdes. Il devient une paire de testicules greffés. La femelle peut porter jusqu'à 6 mâles collés sur elle, comme des petites pustules amoureuses. Elle a toujours une dose de sperme à disposition, prête à fertiliser. Pas besoin de chercher un partenaire d'un 4000 mètres de noir. Son pélican, quand ta bouche est plus grande que ta vie entière. Il est déjà branché. C'est un peu l'enfant illégitime d'un filet de pêche, d'un sac Ikea et d'un alien visqueux. Pas très connu mais impossible à oublier quand tu l'as vu une fois. Il vit entre 1000 et 3000 mètres de profondeur, dans la zone batiale. C'est la tranche où la lumière a officiellement posé sa démission. Ce poisson a une bouche gigantesque et hyper extensible. Sa mâchoire inférieure est attachée par des ligaments élastiques. Résultat, il peut ouvrir sa bouche comme un parachute, engouffrer une proie plus grosse que lui et refermer. Et le plus beau, il a un estomac qui se dilate comme une poche plastique. Un vrai clouton abyssal. C'est pas un dîner, hein, c'est une valise cabine. La bioluminescence chez lui. Alors là, c'est le domaine du mystère. Le poisson pélican n'a pas de photophore visible, mais certains scientifiques pensent qu'il pourrait émettre de la lumière depuis l'intérieur de sa gorge. Pourquoi? Pour attirer les proies à l'intérieur de sa bouche géante. Genre, oh! Une lumière au fond d'un tunnel? Ce n'est pas un tunnel, c'est l'enfer. Comment la lumière arrive chez lui? Hypothèse. Par une réaction chimique autonome avec la luciférine et la luciférase ou par des colonies bactériennes résiduelles à l'intérieur. On ne le sait pas. Ce n'est pas encore prouvé car ce poisson est rarement observé vivant. Il meurt en général lors de la remontée. La reproduction, c'est plus fou qu'un selfie dans le noir. Aucune observation directe, pas de scène romantique connue, pas de documentaire animalier avec slow motion et musique douce. Mais on suppose une reproduction externe classique. Mâle et femelle relâchent leurs gamètes dans l'eau et advienne que pourra. Une fertilisation à la loterie, version full tipsy. Une question se pose, mais qu'est-ce qu'ils mangent tous ces poissons abyssaux? À 4000 mètres de profondeur, il n'y a pas de kebab, pas de salade algues choux et même pas un sushi shop au coin du rift. Les abysses, c'est l'équivalent marin du Sahara, sauf que c'est froid, noir et que tout est compressé. Et il n'y a aucune lumière solaire, donc pas de photosynthèse, donc pas d'algues, pas de plantes, pas de chaîne alimentaire classique. Et pourtant, il y a de la vie, beaucoup de vie. Mais cette vie a faim, constamment, et elle doit se battre
pour la montre miette. Premier menu du jour, la neige marine. C'est pas joli, c'est pas frais. C'est littéralement tes crottes, tes cadavres de plancton, des restes de peau, de mucus et de minuscules bouts d'algues mortes qui tombent depuis la surface. Imagine vivre sous une table de banquet et attendre que quelqu'un laisse tomber une frite. C'est pas grand chose, mais pour les petites créatures, c'est le snack du siècle. Deuxième source, les chutes massives, ou ce que les scientifiques appellent les waterfalls. Une baleine meurt, elle coule, et là, c'est Noël. Une carcasse de baleine peut nourrir un écosystème abyssal pendant des années. Tes requins, tes poissons, tes crabes, tes vers, tes bactéries, tout le monde s'invite au buffet. Certains vers, comme les vers zombies océdax, n'ont même pas de bouche. Ils se collent aux os et les digèrent grâce à des bactéries symbiotiques. Bref, on est à mi-chemin entre la nécrophagie et la chimie organique. Et puis, il y a les moments sombres, quand il n'y a plus rien, quand la neige ne tombe plus, quand il n'y a pas eu de baleine morte depuis 6 mois. Alors, c'est le cousin qui passe à la casserole. Oui, le cannibalisme est une réalité dans les abysses. Parce qu'ici, si ça bouge et que ça rentre dans ta bouche, c'est tantiné. Même les juvéniles peuvent se faire croquer par leur aîné. Les abysses, c'est pas la famille Ingalls. Certains poissons abyssaux sont des chasseurs actifs. Ils n'attendent pas que la nourriture tombe, ils tentent des pièges lumineux. Par exemple, la baudroie abyssale, sa lanterne frontale attire les petits poissons qui croient voir une luciole et paf, c'est un piège. Le viperfish, son leurre dorsal clignote, puis ses dents font le reste. Le poisson dragon, il éclaire en rouge, invisible pour les autres et chasse en mode furtif. La stratégie, c'est attirer, cober, digérer pendant 3 jours. Un vrai slow food de l'enfer. Pour manger dans son dessert, il faut optimiser. Et les poissons abyssaux sont des champions de l'optimisation extrême. Les astuces de survie sont 1. Le corps mou. Pas besoin de squelette lourd, tu peux te faufiler, cober, enfler. 2. Mâchoire extensible. Tu avales une proie plus grosse que toi comme si de rien n'était. 3. Estomac élastique. Tu stockes tout, même si tu n'es pas sûr de digérer avant la semaine prochaine. 3. Métabolisme lent. Tu peux survivre des semaines sans manger et digérer pendant des jours. Et dernier point, bouger le moins possible. Plus tu bouges, plus tu brûles de l'énergie. Et dans les abysses, tu vis en économie d'énergie permanente. C'est la slow life version carnivore. Alors, que mangent les poissons abyssaux? Absolument tout ce qu'ils peuvent. Ils vivent dans un monde sans lumière, sans photosynthèse, sans pitié. Ils recyclent les morts, piègent les vivants, digèrent à l'économie et parfois mangent leurs voisins. Ils transforment un environnement stérile en un théâtre de survie millimétré. Donc, dans les abysses, rien ne se perd, tout se digère. Mieux vaut être celui qui mange que celui qui clignote.